Bienvenue et n'oubliez pas d'activer les sous-titres sur cette vidéo. La première histoire. J'ai rompu avec ma copine après 7 ans et j'étais très triste. Pour me changer les idées, j'ai pensé faire une randonnée en solo. Le plan était simple, une randonnée d'une journée, camper au célèbre lac Blackstone et revenir le lendemain. Le sentier traversait la forêt dense, avec la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Je me sentais en paix pour la première fois depuis des semaines. Mais en approchant du lac, j'ai rencontré un homme. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux étaient en bataille, et l'habitude inquiétante de se gratter le cou jusqu'à saigner. Ses yeux se sont fixés sur les miens alors qu'il croisait mon chemin. Tu es ici pour profiter de la nature ou pour la détruire? Je lui ai assuré que j'étais là pour randonner et camper. Il s'est approché, son souffle chaud et aigre. Tu respectes la nature et elle te récompense. Tu fais du mal à cet endroit et je te tue. J'ai ri, mais j'ai vite réalisé qu'il était très sérieux. Il m'a regardé un moment puis a disparu dans les bois. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit parti. Le lac était magnifique. J'ai monté ma tente et allumé un petit feu. Quand le soleil a disparu à l'horizon, un autre groupe est arrivé, installant leur camp un peu loin du mien. Ils étaient 4, 2 garçons et 2 filles, riant et bavardant assez fort. Je me suis glissé dans mon sac de couchage, j'ai lu un livre et j'ai essayé de dormir malgré leurs discussions bruyantes qui résonnaient dans la nuit. Mais tout a changé. Je me suis réveillé en sursaut en entendant des cris perçants. Je suis sorti de ma tente, le cœur battant, sans comprendre ce qui se passait. C'était le chaos dans l'autre camp et j'ai d'abord pensé qu'ils étaient attaqués par un ours. Mais au clair de lune, je l'ai vu l'homme fou attaquant les autres campeurs. Il bougeait avec une précision terrifiante. Le premier campeur, un garçon, a essayé de se défendre mais a été maîtrisé. L'homme a planté un couteau dans sa poitrine. Les cris du garçon se sont transformés en gargouillis alors que le sang coulait de sa bouche. La deuxième campeuse, une fille, a couru vers les arbres. Il l'a facilement attrapée, la traînant par les cheveux. Ses cris résonnaient dans la nuit alors qu'il frappait sa tête contre une roche, jusqu'à ce qu'elle se taise. Mon Dieu, j'ai murmuré en mettant ma main sur ma bouche, choqué. Les 2 autres campeurs ont essayé de fuir, mais l'homme était implacable. Il a lancé un couteau, touchant le deuxième garçon dans le dos. Il s'est effondré, se tordant de douleur, alors que l'homme s'approchait et l'achevait d'un coup brutal à la tête. La dernière fille a couru dans ma direction, criant à l'aide, mais elle a trébuché et s'est blessée à la cheville. Elle a rampé, mais il était sur elle en quelques secondes. Il l'a soulevée par la gorge et lui a tranché le cou avec son couteau. Son corps a convulsé avant de devenir inerte. Je me suis accroupi derrière un arbre, le regardant silencieusement. L'homme fou se tenait au milieu du carnage, respirant lourdement, ses yeux scrutant la zone. Puis, comme s'il sentait ma présence, il s'est tourné et m'a regardé directement. Non, s'il te plaît, non. J'ai couru à l'aveuglette à travers la forêt. Les branches griffaient mon visage, les racines me faisaient trébucher, mais l'adrénaline me faisait avancer. Derrière moi, je l'entendais traverser les sous-bois, son souffle rauque se rapprochant. J'ai trébuché et suis tombé, une douleur éclatant dans ma cheville. Je me suis glissé dans un fourré, tirant des feuilles et des branches sur moi, essayant de disparaître. Les pas se faisaient plus forts, piétinant juste à quelques mètres de ma cachette. Je l'entendais marmonner, se grattant le cou. Je sais que tu es là. Sors. Sors. Je retenais mon souffle, mordant ma lèvre pour ne pas faire de bruit. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Ils ont pollué la nature et ont souffert. Tu n'as rien à craindre. Après ce qui m'a semblé une éternité, il s'est éloigné, ses pas se faisant de plus en plus lointains. Je suis resté caché pendant des heures, jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. Je suis retourné au lac où le campement était maintenant une scène horrible.
Les corps des campeurs gisaient là où ils étaient tombés, le sang imbibant la terre tandis que 2 oursons les dévoraient. Je n'ai pas attendu. J'ai trouvé une petite station de garde forestier en chemin et me suis effondré, babillant à propos de l'attaque. Ils ont appelé les autorités, qui ont envahi la zone à la recherche de l'homme. C'était partout dans les nouvelles, mais étonnamment, ils ne l'ont jamais trouvé. Ils ont dit que c'était un homme dérangé, qui attaquait les voyageurs qui nuisaient à la nature, mais il n'avait jamais tué avant. Une chasse à l'homme a commencé, mais il n'a jamais été retrouvé. La deuxième histoire. Nous étions une famille normale et heureuse. Ma femme, Linda, et moi, avec notre fille, Anna, vivions dans une jolie maison à 2 étages. Tout semblait parfait jusqu'au jour où la maîtresse d'Anna, Mademoiselle White, a donné un projet à ses élèves qui a changé nos vies à jamais. Anna a toujours aimé dessiner, et ses créations colorées décoraient notre réfrigérateur comme des médailles. Un jour, quand Mademoiselle White a donné le projet, notre famille heureuse, je ne m'attendais à rien d'inhabituel. Mais quand Anna a rendu son projet, Mademoiselle White nous a appelés pour une réunion urgente. Monsieur et Madame Thompson, je voulais discuter des dessins récents d'Anna. Je jetai un coup d'œil au papier qu'elle nous tendait. C'était un portrait de famille typique mais avec un ajout inquiétant. Là, en arrière-plan, se trouvait une silhouette avec une capuche, à peine visible mais indéniablement présente. Qui est-ce censé être? Anna l'appelle le visiteur. Elle dit qu'il vient la nuit. Nous avons échangé des regards inquiets mais nous avons pensé que c'était juste l'imagination d'Anna. Après tout, elle n'avait que 7 ans. Je ne croyais pas aux esprits, mais j'ai commencé à surveiller ses dessins. Au cours des jours suivants, ils sont devenus plus troublants. La silhouette encapuchonnée apparaissait dans presque chaque image, se rapprochant de notre famille. Parfois, elle était derrière nous à table, d'autres fois, elle était au pied de son lit. Chaque nouveau dessin resserrait le nœud de la peur dans mon estomac. Inquiets, nous avons parlé à Anna. « Chérie, qui est ce visiteur que tu dessines? » « Il vient la nuit, papa. Il dit qu'il aime nous regarder. » Son ton innocent me donna des frissons. J'ai essayé de l'oublier, mais Linda avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Une nuit, nous avons entendu des bruits venant de la chambre d'Anna. Nous l'avons trouvé en train de marcher en dormant, tout en chantonnant une comptine, serrant un dessin frais dans ses mains. Le dessin montrait le visiteur debout juste à côté de son lit. En regardant l'endroit, les lumières de la chambre ont commencé à clignoter. C'était la goutte de trop. Linda l'a sorti de la chambre et le lendemain, j'ai installé des caméras dans sa chambre pour essayer de comprendre ce qui troublait notre fille. L'après-midi suivant, Linda m'a montré un dessin. Le visiteur portait une bague avec un gros rubis rouge. Par coïncidence, la bague en rubis de Linda avait disparu depuis quelques jours. Pendant 2 nuits, nous n'avons rien vu d'inhabituel. Puis, en regardant les images de la 3e nuit, notre sang s'est glacé. La caméra est devenue floue et nous avons soudain vu la couverture du lit d'Anna se soulever et retomber comme si quelqu'un l'abordait. Puis la pièce semblait être devenue froide, parce que nous pouvions voir le souffle d'Anna dans l'air comme une brume. C'était impossible car nous étions en été. Enfin, la silhouette encapuchonnée est apparue debout près du lit d'Anna. Elle était translucide, presque invisible, mais elle oscillait d'avant en arrière comme si elle la regardait. Puis elle a soudain regardé vers la caméra avant de disparaître instantanément. Linda, qui allait à l'église de notre communauté le dimanche, a montré les images au pasteur, désespéré de trouver de l'aide. Ce qu'il nous a dit était effrayant. L'homme qui vivait là avant nous, Harold Grayson, était un homme mentalement perturbé qui croyait qu'il était la clé d'une bataille entre les anges et les démons. Il était souvent vu portant une robe à capuche grise, achetant des objets étranges, dans les magasins de la communauté pour des rituels. Un jour, il a été surpris en train de charger beaucoup de bidons d'essence dans son camion. Quand la police a enquêté, il a dit qu'il devait brûler l'église parce que le diable y rôdait. Ils ont fouillé sa maison et ont trouvé qu'il faisait des rituels,
et stockait des animaux morts dans son réfrigérateur, qu'il prévoyait de brûler avec l'Église pour purifier l'endroit des esprits. Il a été arrêté, et plus tard interné dans un hôpital psychiatrique, et personne ne l'a revu depuis. Linda et moi avons fait nos bagages, et avons décidé de partir immédiatement. Nous avons décidé de rester chez des parents, jusqu'à ce que nous puissions vendre la maison. Avant de partir, j'ai vu qu'Anna regardait toujours vers sa chambre. « Anna, est-ce que tu le vois toujours ?» ai-je demandé. Anna a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. « Il dit qu'il a rendu tes affaires. » J'ai précipité ma famille vers la voiture sans m'arrêter pour regarder la maison. Étrangement, dès que j'ai mis la main dans ma poche pour sortir les clés de la voiture, j'ai trouvé la bague en rubis de Linda. Mes yeux se sont agrandis de choc. J'ai regardé vers la maison. La lumière dans la chambre d'Anna s'est soudain allumée pendant quelques secondes avant de s'éteindre à nouveau. Nous ne sommes jamais retournés dans cet endroit. La troisième histoire. Quand j'ai rencontré David sur Tinder, je n'arrivais pas à croire qu'il m'avait choisi. Il avait 27 ans, était un Australien avec un sourire contagieux et des cheveux blonds en bataille. Son bronzage était parfait, c'était parce qu'il faisait du surf, et il portait un collier de perles bleues intrigant sur chaque photo. Nous avons commencé à flirter par texto presque immédiatement. Alors, que fait une jolie fille comme toi pour s'amuser lors d'une belle soirée à Boston, à part faire des rencontres sur Tinder? Je découvre la ville et j'évite les mauvais rendez-vous. Tu mérites un bon rendez-vous. Un verre demain soir? Tu es rapide. Waouh, tu ne perds pas de temps, hein? Pourquoi en perdre? C'est la chose la plus précieuse au monde. Sauf ton sourire. Il était doué. Nous avons échangé nos numéros et décidé de nous rencontrer dans un pub en centre-ville. La nuit est venue et j'étais nerveuse mais excitée. Je suis arrivé tôt, j'ai trouvé une table et j'ai attendu. Et attendu. Et encore attendu. J'ai refusé 2 avances de personnes pour lui et laissé un martini se réchauffer, espérant que mon surfeur apparaisse. Mais il n'est pas venu. 1 heure est passée, toujours pas de David. C'est alors que j'ai compris, il m'avait posé un lapin. Je suis rentré en courant chez moi. Même mes appels n'aboutissaient pas frustrés, je lui ai envoyé un texto. « Et, où es-tu? Je t'ai attendu pendant plus d'1 heure. J'étais là au pub. Je ne t'ai pas vu. Tu vois ça? Les mensonges des hommes, vraiment. Arrête de me décevoir. Tu veux des preuves? Les voilà. » Il a envoyé une photo du pub. C'était bien la même soirée, à en juger par les gens et l'éclairage. Où étais-tu? Près du jukebox. Comment avons-nous pu nous manquer? Dieu seul sait. J'étais confuse. Quelque chose ne me semblait pas juste. Je ne suis pas sûr que se revoir soit une bonne idée. Ces réponses m'ont surprise. Quel mal un café pourrait-il faire? Alors, à contre-cœur, j'ai accepté. Mais j'étais stupide, la même chose s'est produite encore une fois. Je suis resté dans le café, me sentant de plus en plus idiote au fil du temps. Finalement, j'ai dû partir. Je n'arrivais pas à croire que ce gars m'avait fait ça, non pas 1 mais 2 fois. Quand je lui ai envoyé un texto en colère, il a simplement répondu avec une autre photo, cette fois du café ce soir-là. C'est ridicule. Tu te moques de moi? Non, je te jure que j'étais là. Peut-être que nous continuons à nous manquer. J'ai essayé de t'appeler depuis le café, mais il n'y avait pas de sonnerie. Ah, j'ai des problèmes avec ma carte SIM américaine. J'ai besoin du Wi-Fi pour appeler. C'en était trop. Je ne me ferai pas avoir une 2e fois. J'ai bloqué son numéro, pensant à une expérience bizarre de catfishing. Des mois ont passé et j'ai oublié David. Mais un soir, en sortant en boîte avec des amis, je l'ai vu les mêmes cheveux en bataille, le même collier de perles bleues.
Il se tenait au loin, presque comme une ombre, mais je sentais son regard sur moi. Mon cœur battait fort alors que je m'approchais de lui, mais il a disparu dans la foule. De retour chez moi, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. La curiosité et un sentiment persistant de malaise m'ont poussé à débloquer le numéro de David. Je l'ai appelé, mais encore une fois, il n'y avait pas de sonnerie. Étonnamment, quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un message. C'était une photo de la boîte de nuit de ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste te revoir. Je te devais des réponses. La colère a monté en moi, mais avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Celui-ci était une coupure de journal avec la photo de David. Le titre disait « Surfeur australien 4e victime de la Barbie de Boston. Rencontré sur Tinder la nuit avant son empoisonnement. » Mon sang s'est glacé. Je fixais la coupure de presse qui déclarait que David était mort. Il était mort depuis des mois, tué par un tueur en série. Mes mains tremblaient en tapant une réponse. Ce n'est pas drôle. Comment envoies-tu ces messages? Merci de m'avoir libéré. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une photo de moi, prise de derrière. J'étais assise sur mon canapé, regardant mon téléphone avec horreur. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. J'ai rassemblé le courage de me retourner, m'attendant à voir quelqu'un, mais il n'y avait personne. Au lieu de cela, par terre où il n'y avait personne un moment auparavant, se trouvait le collier de perles bleues de David.